Donc Vincent Michel, je suis auditeur, sécurité chez Formine et en particulier, je réalise, des tests d'intrusion, mais pas que, aussi des red teams et aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est, de faire un retour d'expérience en toute humilité, en fait, hein, des conclusions, qu'on a pu, avoir et des bonnes pratiques, suite à quelques missions clients. Je vais du coup, alors pour les slides, je vais partager le contenu du coup. Si je me trompe pas. Oh, formidable, hein. Quand la technologie marche, c'est bien. Voilà, hop. Donc ce que j'ai prévu, pour vous aujourd'hui, c'est, de rappeler, qu'est-ce qui a motivé en fait aujourd'hui cette présentation? Hem Et puis de faire, comme je vous le disais, un retour d'expérience sur, 2 missions, Red Team, sur lequel, le thème central, c'était la protection des sauvegardes. Puis après de réouvrir, sur, voilà, qu'est-ce que nous on a retenu et ce qu'on voulait, partager avec vous, si ça peut vous servir dans votre quotidien. Hop. Donc 4 constats sur la partie ransomware, c'est un peu le sujet tarte à la crème, donc on va en remettre une couche. Donc c'est le slide qui fait peur. Globalement, ce qu'on montre, je pense que ça vous a pas échappé, on assiste à une augmentation des attaques, hein, ces derniers temps. Il y a pas un jour sur lequel je vois pas un post LinkedIn qui dit qu'il y a une entreprise qui s'est fait attaquer. Donc j'ai mis quelques exemples un petit peu locaux sur la CCI de Bordeaux, c'était je crois il y a quelques mois, quelques années, ou encore, la polyclinique, Bordeaux Nord, voilà. 2e constat, personne n'est épargné, à la fois en termes de taille d'entreprise, comme on le voit sur, le petit camembert en haut à droite, donc des tailles d'entreprise qui sont, des PME, des ETI, mais également des entreprises, du CAC 40 qui se pensaient, du coup à l'abri. On assiste à, du coup, des attaques sur tout type de secteur d'activité, que ce soit des entreprises, dans le monde bancaire, dans, l'assurance, mais également, la santé, par exemple. Hem, 3e constat, les acteurs se professionnalisent, voilà, ils s'organisent, ils ont des stagiaires, ils se spécialisent avec des départements marketing, des acteurs qui vont s'occuper de faire la première intrusion, puis ensuite d'autres acteurs qui vont, se répandre au sein du réseau, cryptoloquer les ressources et puis ensuite, une derniers acteurs qui, eux, vont s'occuper de réaliser la négociation, j'ai envie de dire, pour récupérer un maximum de cash auprès, des victimes. Hem, 4e constat, 4e constat, ce qu'on voit, c'est que les impacts sont de plus en plus importants, en termes d'indisponibilité, d'images également, également d'augmentation du montant de la rançon qui est demandée par ces acteurs, comme on le voit sur ce graphe. Et puis, chiffre qui ouvre sur la suite, on remarque que, dans, plus de la moitié des cas, en fait, les victimes ont réussi à utiliser, leur sauvegarde, pour se sortir de la panade. Hop, voilà. Donc au-delà de ces chiffres, partant de ce constat, on a des clients qui viennent nous voir, hein, de plus en plus et ils nous disent: «Bah, moi, ça sera mon tour un jour. Forcément, je suis pas à l'abri, hein, même si je fais tout ce qu'il faut, que j'applique tout ce qu'il faut. Personne n'est infaillible, on est tous des humains, des hommes et des femmes, mais en tout cas, si ça arrive, une chose est sûre, moi, je vais être capable, de repartir de zéro, hein, de repartir de mes sauvegardes, heu et donc je veux protéger mes bijoux de famille». C'est un peu comme ça que je voulais, appeler cette présentation à la base. Donc voilà, donc les objectifs, ils nous disent: «Bah, voilà, venez chez nous, on vous donne, carte blanche et dans votre, attaque offensive, vous allez vous mettre en fait dans la peau de l'attaquant et reproduire le plus fidèlement possible une attaque. On va pas prévenir nos équipes, internes, en tout cas que les responsables à haut niveau et on vous demande de répondre à une seule question: «Est-ce que si un jour je me fais attaquer, est-ce que mes sauvegardes sont à l'abri? Est-ce que l'attaquant serait capable de les altérer ou de les supprimer?» Et puis, question bonus, pendant votre attaque, est-ce que mes équipes, seraient en capacité de détecter et de répondre à cette menace du coup, avant, qu'il soit, trop tard? Hop. Donc du coup,
quelle est la stratégie qu'on va employer, en tant qu'auditeur? Donc, on part en fait, d'un cas de phishing réussi, hein. Donc spear phishing, ça veut dire que, par exemple, un attaquant va, envoyer un email, malicieux à sa victime et puis, que, la victime va, cliquer dessus, ouvrir la pièce jointe. Ça va être par exemple un document Word, un Excel et cetera, qui simule une facture et puis à partir de là, on va avoir en fait, une exécution, de commande sur le poste, de la victime. Et puis, à partir de là, l'attaquant va commencer à se répandre sur le réseau. Donc nous, en tant qu'auditeurs, on est mis dans cette position-là. Et pourquoi un spear phishing réussi? Parce que, comme on le voit sur, le schéma en haut à droite, c'est tout simplement l'un des vecteurs d'attaque, les plus utilisés en fait, qui permet, aux attaquants, de rentrer. Oui, je vois qu'il y a une question de Vincent, Jimmy qui dit, «Qu'est-ce qu'une attaque?» C'est globalement, une tentative d'intrusion, bah, ici réussie, hein, par, un acteur, qui peut être, un profil de quelqu'un qui a, quelques connaissances en informatique, mais là, on va quand même s'attaquer à des gens, qui sont plutôt, voilà, plutôt des groupes organisés, terreau, cyber-terreau, ou, en lien avec, des États. Hem et donc du coup, nous, en tant qu'auditeurs, on va faire comme eux et comment eux, est-ce qu'ils font? Hem Eh bien, pour ça, en fait, Mmh. j'ai mis quelques schémas à droite sur les cinématiques post-mortem, d'attaques, qui ont été, du coup, mis en lumière par plusieurs, sociétés expertes. Globalement, les attaquants vont, à partir de leur poste, tenter d'élever leurs privilèges, de rebondir sur plusieurs systèmes, jusqu'à attaquer, le contrôleur de domaine, puisqu'on est souvent sur des réseaux, dans des environnements Microsoft et le contrôleur de domaine, c'est un petit peu, voilà, comment dire? Le serveur qui permet d'administrer, l'intégralité du réseau Windows. Voilà. Et donc à partir de ce contrôleur de domaine, eh ben, on va essayer de redescendre, vers les sauvegardes et puis nous, en tant qu'auditeurs, hein, si jamais on peut attaquer directement les sauvegardes, vu que c'est notre objectif confié par notre commanditaire, eh ben, on va y aller, on va pas se priver. Heu, question de Yann, le client vous donne-t-il des infos de config sur son infra pour ce type d'attaque? Alors, excellente question. En fait, on est, comme je le disais, n la méthodologie, c'est de repartir, de se mettre dans la peau de l'attaquant et de simuler une attaque de manière la plus réaliste possible. Donc pour ça, en fait, le client ne va rien nous donner. On part comme un attaquant, avec zéro info. Là, la seule chose, qu'on va, avoir, c'est que, le client va simuler une exécution sur un poste, utilisateur de son qui est isolé, hein, de son réseau, avec une config classique. Et nous, à partir de là, on va commencer à travailler. Alors, on aurait pu faire une attaque par phishing de bout en bout, mais cet exercice, il est réalisé, à, temps limité, c'est-à-dire à à budget limité, hein, voilà, pour être précis. Oui, on part du LAN, exactement. On part du LAN. On part du principe qu'il y a un attaquant qui a envoyé une pièce jointe et puis qui, voilà, que vous avez cliqué dessus et puis que l'attaquant, commence à se répandre. Donc, pendant toute la présentation, je vais essayer voilà, de faire varier le niveau de discours à des choses très techniques et puis de remonter à des choses un petit peu plus, haut niveau pour essayer de contenter tout le monde. Donc, première chose, qu'on fait en tant qu'auditeur, c'est, bah, d'essayer de, persister, hein, sur le poste, utilisateur. C'est la phase d'accès initial, hein. Donc là, c'est des choses un petit peu techniques, voilà, que j'ai mis là, parce que c'était, voilà, c'était assez rigolo, hein. Hem alors pour le coup, donc on part d'une exécution de commande avec un PowerShell. À partir de là, on va, vouloir en fait télécharger un agent sur le poste qui va nous permettre, d'y rester et Mmh. de relayer des commandes. Et pour ça, on a tout simplement utilisé, à partir voilà, d'une news qu'on a vu passer, Basecamp. Parce qu'on a vu que Basecamp en fait, était utilisé par des acteurs malicieux pour héberger des malwares. Donc nous, en tant qu'auditeurs, on a fait pareil, on a hébergé un petit TXT qu'on fait, télécharger sur le poste en question. On décode le contenu de ce fichier TXT, qui a été en fait, obfusqué, c'est-à-dire dont le contenu a été, on peut dire masqué. Hem
à travers une technique on va dire de masquage réversible, décodage réversible. On a tout simplement, encodé en fait, notre agent, en base 64, on lui a retiré un caractère et ça suffit, vraisemblablement en tout cas, à, bypasser donc, les mécanismes de détection de l'antivirus sur le poste. Voilà. Donc voilà, vraiment une obfuscation, tout à fait, basique, pour le coup. Donc TXT, donc désobfusqué, hein, décodé, on le stocke, dans le répertoire AppData de l'utilisateur, dans un répertoire Office qu'on crée pour l'occasion. Pour passer inaperçu, on l'appelle ODBC, update.pif, donc pas .exe, hein, voilà, on utilisait une autre extension .pif, qui réalise les mêmes fonctions qu'un exe, mais qui s'appelle différemment et encore une fois qui permet de passer sous les radars. On crée une tâche planifiée qui va se lancer, toutes les 5 minutes. Et donc toutes les 5 minutes, comme ça, bah, on est sûr que, notre agent va se relancer s'il meurt sur le poste, et lui, il va utiliser un binaire qui est présent en fait, dans les distributions Windows, qui est un binaire, du coup signé et qui permet encore une fois de passer sous les radars, et qui s'appelle, odbc.conf, ce qu'on appelle, les LOL, hein. Donc il y a plein de binaires de ce type-là qui sont référencés à droite à gauche. Donc cet ODBC, il va prendre une DLL qui est en fait notre fichier PIF, hein, et donc en argument et donc cette DLL va tout simplement, être l'agent qui va, communiquer avec, notre serveur de command and control qui cette fois-ci se trouve sur internet et qui va nous permettre d'envoyer en fait, les commandes, à intervalles réguliers sur le poste utilisateur. Et donc ça, pour pas éveiller, les soupçons, on a tout simplement déclaré un nom de domaine avec le nom du client-solde.fr parce que c'était du retail et que c'était les soldes. Voilà, tout simplement. Je vois qu'il y a des questions de combien de personnes se compose l'équipe en charge du test Red Team. Alors, ça dépend, de l'étendue, du test, voilà, de la taille de l'acteur, des objectifs, parce que je ne l'ai pas mentionné, en Red Team, on fonctionne par objectif, hein. Notre but, c'est pas de trouver toutes les vulnérabilités, mais d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Donc là, on était 2, par exemple, voilà, mais des fois, on est plus avec des casquettes et des spécialités différentes. Est-ce que l'équipe de sécurité a pu détecter cette étape d'accès initial? Non. Voilà, pour le coup, petit aparté, mais l'antivirus n'est pas super, pour le coup, pas super, efficace. Voilà, pour ça vous avez vu, hein, l'obfuscation, c'est l'obfuscation du pauvre. Du coup, spoiler alert sur la suite. Donc, maintenant qu'on a un accès initial, hein, sur le réseau, je regarde le temps qui tourne, hop. Il me reste un peu de temps. Maintenant qu'on a accès initial sur le réseau, eh ben, on va tout simplement vouloir, attaquer, l'infra de sauvegarde et donc là, bah, l'équipe en place a, une infra de sauvegarde, toute neuve, redondée localement, avec même une réplication intersite et beh, par contre patatras, en fait, avec un seul profil d'admin, on peut tout supprimer. Voilà. C'est un peu la conclusion de tout ça. Voilà, c'est un peu spoiler alerte. Alors comment ça s'est passé? Donc retex de la mission 1, vous voyez donc ce petit schéma en fait qui, synthétise l'attaque. Donc nous, en tant qu'auditeur, on est le petit bonhomme là, en bas à gauche. On part du poste utilisateur compromis, et comment on a fait? Eh bien, tout simplement, on a trouvé, en fait, on a fait une reconnaissance du réseau, on a trouvé un wiki sur lequel il y avait, des, procédures qui expliquaient comment, rebondir sur, des serveurs métiers. Donc on s'est connecté à ce serveur de rebond et là, en fait, bah, 1er problème, en fait, tous les utilisateurs du domaine pouvaient se connecter à ce serveur de rebond. En plus, c'était un Windows Server 2008, non patché, hein. Donc du coup, on a pu faire une escalade de privilèges, pour obtenir des droits d'administrateurs locaux et puis du coup, avec, une faiblesse de l'OS, on a pu, donc ensuite, par manque de protection, donc regarder la mémoire du processus en charge de l'authentification. Et comme on est sur un serveur 2008, on a pu accéder en fait à des mots de passe en clair, de tous les utilisateurs qui sont connectés, sur ce serveur. Et donc là, manque de peau, mauvaise pratique, en fait, ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce serveur, c'est un petit peu une place de marché, j'ai envie de dire, hein, un carrefour, dans lequel il y a des utilisateurs sans privilèges qui se croisent, comme des administrateurs du SI. En fait, la flèche que vous voyez en rouge, il y a des administrateurs du SI qui se connectent et donc du coup, qui ont laissé leur mot de passe, dans la mémoire de ce serveur.
Donc nous, du coup, on l'a récupéré et là, manque de peau, c'était des administrateurs qui avaient des comptes, administrateurs de toute l'entreprise. Voilà, admin de domaine. Donc à partir de là, on a récupéré ce mot de passe et on s'est connecté en fait, donc c'est la deuxième partie sur le schéma que vous voyez, console master, sur la console qui, gère en fait, qui administre toutes les sauvegardes. Donc autre mauvaise pratique pour le coup, ces flux d'administration, étaient autorisés. Donc normalement, on n'est pas censé pouvoir accéder, en bureau à distance en plus, sur des, voilà, c'est des ressources critiques, qu'on appelle tiers 0 dans le modèle Microsoft, hein, depuis le réseau bureautique. Et donc tout ça est bien sûr sur de l'environnement Microsoft, ce qui explique pourquoi on a pu, tout simplement, accéder à cette, voilà, à ce serveur. Et là, du coup, on a un petit problème d'architecture, qu'on constate, c'est que, l'admin qui est admin de ce serveur, il contrôle, non seulement, les médias serveurs qui stockent les données, mais également, on le voit en fait, il a un lien vers, la réplication sur le site de secours. Donc au final, on a un SPOF, hein, un single point of failure, un talon d'Achille. Donc celui qui contrôle ce serveur, il contrôle non seulement les sauvegardes primaires, mais également les sauvegardes secondaires. Donc d'un coup d'un seul, le thread actor, il peut supprimer les sauvegardes primaires et secondaires. Est-ce que vous avez utilisé des outils open source sur tout le processus? Oui, pour le coup, c'était en tout cas, des outils, open source. Heu, on peut avoir cette explication en vidéo replay? Ah oui, bon. Ouais, je vais un petit peu vite, hein, il y a beaucoup de contenu en 25 minutes, désolé. Hop, 2e rétex. Donc là, vous voyez que globalement, c'est presque le même schéma et c'est ça en fait qui est assez, qui appuie aussi ce 2e rétex, hein, on a en fait presque les mêmes vulnérabilités. On part toujours du poste utilisateur en bas à droite, hein, donc même scénario. On arrive cette fois-ci en reconnaissance réseau à identifier un serveur JBoss qui expose en fait une console d'administration vulnérable, hein, et obsolète. C'est du Windows 2008. On fait pareil, on dump la mémoire, du processus d'authentification. Pas de peau, il y a des admins, qui, jardinent tous les jours avec, leur, compte, admin de domaine. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec un compte admin de domaine dans la mémoire. On récupère le mot de passe en clair. Vous avez déjà un goût de déjà vu, hein, voilà, goût de déjà vu et ensuite, pareil, hein, même chose, hein, les flux sont pas, restreints. On se connecte sur la console master qui est en environnement Microsoft et là, alors petite différence toutefois cette fois-ci, donc sur un autre produit de sauvegarde mais, qui fonctionne pareil. Donc on avait bien une réplication sur, comment dire? Un data center, de secours, également piloté par le master, mais cette fois-ci, il était sous responsabilité d'un partenaire, voilà, qui n'était pas dans l'entreprise, un prestataire de service et qui lui faisait un réplica des réplicas. Voilà, il sauvegardait les réplicas. Donc nous, on n'avait pas accès en fait à cette sauvegarde, répliquée. C'est plutôt du coup une bonne pratique. Et là, manque de peau, il y a une erreur humaine puisqu'en fait, ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait, en termes de responsabilité, on n'avait pas une rupture totale. On voit qu'on avait un PuTTY qui servait à faire, du SSH, sur les, slaves de l'autre côté et donc il a juste fallu qu'on backdoor le PuTTY et qu'on attende qu'il y ait un admin qui se connecte pour récupérer, les informations d'authentification. Hem Voilà, donc autre bonne pratique pour le coup, le client avait eu la bonne idée de séparer les 2 mondes. On voit qu'on est sur du serveur Windows, à gauche et qu'on est passé sur du Linux et donc en étant admin de domaine on n'avait pas, l'accès à ces serveurs, ces serveurs Linux quoi, pour le coup. Donc plutôt une bonne pratique. Combien de temps a duré, toute l'exécution de l'attaque? Alors, contrairement à un test d'intrusion qui se déroule, vraiment, sur une plage continue souvent, là on est sur plusieurs semaines, voilà, plusieurs semaines. On essaie de reproduire un petit peu le temps, la temporalité des attaquants. Est-ce que la mission 2 était du même niveau de difficulté que la mission 1? Alors c'est difficile parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver en fait, hein. Mais globalement oui, la mission 2 est un petit peu plus difficile dans le sens où il y avait cette difficulté avec le PuTTY et en fait dans la temporalité de la mission, le JBoss on l'a trouvé un petit peu tard. Voilà. C'était un peu plus difficile. Alors du coup, pour répondre à une des questions, j'essaie d'accélérer.
Une des questions sur, est-ce qu'on s'est fait détecter? Dans les 2 cas, non. Voilà. Dans les 2 cas, on s'est fait assez peu embêter par l'antivirus, pour le coup, et dans la mission 2, on a terminé par un test de bruit. Un test de bruit, c'est quoi? C'est essayer de détecter le seuil de déclenchement des alarmes côté Blue Team, c'est-à-dire ceux qui défendent, pour voir en fait, qu'est-ce qui, pour générer des traces dans leur système d'information et voir qu'est-ce qui aurait dû générer des alertes et pas. Donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de faire une recette d'ailleurs, enfin bon bref. Donc on a fait du scan de port, du TeamViewer, tranquillement. On a, déposé des binaires malicieux donc sur un poste de travail, hein, pour essayer de faire sonner l'antivirus. On a tenté de faire un exploit zéro logon sur le data center, ça normalement ça devrait aussi faire sonner, pour le coup. Password spraying, donc on a tenté d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes, voilà, sur N comptes. Donc ça, on n'a pas eu non plus de problème. On a locké des comptes, hein, on les a verrouillés avec des tentatives, en échec. On a déposé un binaire sur, le master de sauvegarde et sur le domaine contrôleur. Pas d'alerte non plus. Et puis ce qui a en final, fait réveiller une alerte, c'est la création d'un nouveau compte admin de domaine avec une vieille faute d'orthographe, dans le nom. Voilà. Voilà. Donc ça, test de bruit, ça c'est une bonne idée, hein, de faire ce genre de choses. Donc voilà sur ce rétex, il me reste 4 minutes pour conclure. Alors les questions, donc alors précision, les 2 clients, avaient une sorte, SOC cert, voilà, SOC SIEM cert à chaque fois. C'était des SOC, les 2, SOC interne et SOC externe. Je ne répondrai pas à la dernière question. Du coup, voilà. Donc du coup, on va réouvrir maintenant que du coup on a, fait ce rétex. Encore une fois, vraiment, voilà, en toute humilité, hein, en se disant: «Bah, voilà, quelles sont les causes racines qui auraient permis à cet attaquant de se répandre?» Bah, déjà, c'est l'absence de sauvegarde, ça peut paraître évident, mais s'il y a pas de sauvegarde, c'est voilà, c'est compliqué. L'absence de réplica, s'il y a compromission des sauvegardes primaires, bah, il faut qu'il y ait des réplicas pour pouvoir, restaurer, à moins que les sauvegardes primaires soient déjà isolées. Et puis il faut ségréguer, les réplicas. On a vu qu'il y avait une ségrégation partielle dans le deuxième cas. Et puis vous avez vu tout au long du discours, ce qui a facilité l'attaque, c'est, un défaut de patch management et d'obsolescence sur les serveurs, hein. Des mauvaises pratiques d'administration sécurisée du SI, l'ANSSI a sorti un super guide sur le sujet, je vous invite à aller le voir. Défaut de mécanisme de détection d'intrusion et de réponse, ça on en a parlé. Et puis le filtrage réseau, on pouvait émettre des flux d'administration depuis le SI bureautique. Donc les questions, du coup, comment est-ce qu'on peut se protéger si le SOC ne voit rien? Bah, c'est en fait, voilà, merci de la question, c'est là où on va aller, même si on n'a pas de SOC, même si on n'a rien, comment repartir de zéro à partir des sauvegardes? Comment sauvegarder ses bijoux de famille? L'infra de stockage ne pourrait pas être une cible aussi intéressante ainsi que l'infra? Oui, c'est vrai. Alors nous, en tant qu'attaquant, on a cherché en fait, le plus court chemin. Donc il existe potentiellement d'autres chemins, mais l'attaquant, il choisira toujours le chemin le plus facile pour arriver à sa cible et qui va l'exposer le moins possible, et c'est ce qu'on a fait. Quid de la PSSI? Là, on n'était pas dans une approche de conformité ou de contrôle, N1 ou N2, on était dans une approche, voilà, d'audit offensif, donc voilà. On n'a pas «audité» entre guillemets la PSSI. Par curiosité, quel était l'outil utilisé pour, créer un PuTTY malicieux? C'était PuTTyRider, voilà, pour, backdoorer les PuTTY. Donc dernier slide, hop, il me reste 1 minute. Dernier slide, qu'est-ce qu'on retient? C'est rupture à tous les niveaux. Voilà, ségrégation à tous les niveaux. Ségrégation d'architecture. Ce qui a pêché, c'est qu'en fait, vous avez vu dans les 2 cas, les sauvegardes sont poussées, hein. On pousse des sauvegardes primaires vers le secondaire. Là, en fait, il aurait fallu tirer. C'est-à-dire que le site de secours aurait dû venir émettre le flux, aller venir chercher les sauvegardes et les données. Comme ça, en fait, l'attaquant n'aurait pas pu revenir. De la même manière, au niveau réseau, on autoriserait les flux que du site de secours, du réplica, vers, les sauvegardes primaires. Voilà. Si possible déconnecté, puisque bien sûr si les sauvegardes sont, offline, on mitigue, complètement les risques.
Alors, les risques de ransomware, on maîtrise peut-être moins les temps de restauration, hein. L'administration et responsabilité, on voit qu'en fait, dans le deuxième cas, en fait, le client a eu la bonne idée de confier en fait toutes ses sauvegardes, répliquées à son partenaire, donc des équipes différentes, des responsabilités différentes, un monde Windows versus un monde Linux. Donc on voit qu'il y a un début de ségrégation et donc du coup, ça mitigue aussi des risques par exemple, j'ai mon administrateur, système qui se barre de ma société, qui est pas content, qui appuie sur le bouton rouge et qui supprime toutes les sauvegardes. Ça aussi, c'est un des risques qu'on peut mitiguer. Logiciel, du coup, on utilise d'autres produits, d'autres technologies, on passe, je sais pas, d'un produit éditeur à un AirSync, j'en sais rien. Paradigme technologique, on passe d'un monde Windows à un monde Linux. Et physique et matériel, on essaie en fait, pareil, hein, de passer, voilà, d'un monde sur bête disque et cetera, peut-être à d'autres technologies, d'autres systèmes, qui sont déconnectés pour, essayer d'éviter, hein, qu'une compromission logique vienne attaquer des sauvegardes au niveau physique. Hem, Combien de collaborateurs au sein de la DSI de cette structure? Je ne saurais pas vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que les 2 exemples présentés, alors il y en a en fait, il y en avait plein d'autres, on a choisi ceux-là. C'était, aussi bien une ETI et l'autre, c'était une entreprise, CAC 40. Quel est le budget de la DSI? Je ne sais pas vous répondre à mon niveau au niveau auditeur, j'ai pas la Beaucoup, réponse. beaucoup de questions, en tout cas. Vincent, est-ce que tu as terminé? Je suis J'ai désolé. terminé. Un grand merci pour cette présentation, énormément d'échanges. Je pense que le temps que ça remonte encore, je suis persuadé que dans les secondes qui viennent, on va avoir droit à d'autres échanges. Donc, merci beaucoup, Vincent. Rendez-vous dans le chat pour justement pouvoir profiter de cet instant pour poursuivre la discussion, je l'espère, et puis répondre aux ultimes questions. Encore un grand merci et à bientôt, Vincent. Merci à vous, merci pour les questions sur le chat.